Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une chanson douce que l'on entend depuis quelques jours. La fin de la crise sanitaire est pour bientôt, peut-être dès le début du printemps, comme l'affirme l'Institut Pasteur. Le pic de contamination serait d'ailleurs atteint dans certaines régions, comme l'Île-de-France par exemple. Ailleurs, ce n'est pas encore ça. On va essayer d'y voir plus clair ce matin parce que les chiffres peuvent parfois sembler contradictoires. Bonjour Martin Lange. Bonjour. Alors, est-ce que oui ou non, le début de la fin de la 5e vague est pour bientôt ? Alors il y a quelques chiffres encourageants, c'est vrai, mais on n'en est pas encore là. Dimanche, pour la première fois depuis 3 mois, le nombre de contaminations a baissé par rapport à la semaine précédente. Autre signe d'amélioration, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants diminue dans 2 régions, l'Île-de-France et la Corse. Au niveau des services de soins critiques, on observe aussi un ralentissement de la circulation du virus, avec 8% d'admissions en moins sur les 7 derniers jours. À Marseille, par exemple, il n'y a eu aucune admission en réa ce week-end, une première depuis plusieurs semaines. Pourtant, selon l'épidémiologiste suisse Didier Pittet, il faut regarder ces signes d'accalmie avec prudence. Ces diminutions, elles peuvent être temporaires. Nous sommes toujours amenés à continuer à respecter les consignes, même si les chiffres sont un tout petit peu meilleurs que ce qu'on pourrait attendre. Plutôt qu'une baisse rapide, il est vraisemblable qu'on entame un plateau qui durera plusieurs semaines. C'est en tout cas ce que pense Guillaume Rosier du site Covid Tracker. Le nombre d'hospitalisations hors soins critiques continue et continuera à grimper. Certains épidémiologistes tablent sur le mois de mars pour assister à un vrai décrochage de l'épidémie. Explication Martin Lange. À Paris, le masque est à nouveau obligatoire dans la rue, mais pas partout. Seuls les lieux très fréquentés comme les marchés, les brocantes, les abords des écoles et des centres commerciaux sont concernés. C'est ce qu'indique la préfecture qui vient de prendre un nouvel arrêté. Retour du masque à l'extérieur également en Loire-Atlantique. À Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, les recherches se poursuivent près du domicile du couple Jubilard. Une centaine de gendarmes déployés dans ce village où Delphine Jubilard a disparu. Les investigations s'intéressent notamment à un hameau près d'une ferme. C'est là, dans cette bâtisse en partie incendiée, que son époux Cédric Jubilard aurait caché le corps. C'est en tout cas ce qu'il aurait affirmé à un codétenu. Et c'est donc ce qui a déclenché cette nouvelle opération. Reportage Benjamin Péter. C'est une ferme que les enquêteurs connaissent bien pour avoir fouillé à plusieurs reprises cette parcelle d'une quinzaine d'hectares. Mais ce qui a changé, c'est ce témoignage d'un codétenu de Cédric Jubilard, un homme à qui le suspect numéro 1 dans cette affaire aurait révélé que c'est bien dans cette ferme qu'il aurait enterré le corps de sa femme au pied d'un arbre. Une confession bien difficile à croire pour son avocat, maître Jean-Baptiste Allary. Le connaissant un petit peu maintenant, ça m'étonnerait qu'il se soit livré alors qu'il clame son innocence depuis 1 an et avec plus de force encore depuis 6 mois, qu'il ait pu se livrer à un codétenu qu'il n'a jamais vu et qu'il a côtoyé pendant quelques jours seulement. Il faut quand même préciser que tous les autres codétenus ont été auditionnés et tous disent que, alors qu'ils leur ont posé énormément de questions, il a toujours clamé son innocence. Alors des gendarmes de la section de recherche de Toulouse sont mobilisés, tout comme des militaires venus de Montauban, spécialisés dans les fouilles en milieu hostile. Parce que la végétation est très dense ici, ces recherches pourraient durer plusieurs jours. Cédric Jubilard, quant à lui, devrait être entendu le 11 février sur sa relation avec ce codétenu et sur les révélations qu'il lui aurait faites. À Cagnac-les-Mines, Benjamin Péter, Europe 1. Il est 7h04, on prédisait une hécatombe pour les entreprises victimes de la crise sanitaire. Pour l'instant, c'est tout le contraire qui se produit. On n'a jamais vu aussi peu de faillites. Et à tel point que les liquidateurs eux-mêmes se demandent ce qu'il se passe. L'effet magique du quoi qu'il en coûte entre le report ou le gel des charges, les aides de l'État et le chômage partiel. Les chefs d'entreprise ont fait plus que limiter la casse, Aurélien Fleureau. Oui, 40 000 dépôts de bilan évités en 2 ans, soit environ 120 000 emplois préservés selon les estimations d'Altares. Il faut donc remonter à 1986 pour trouver des chiffres de défaillance aussi bas. Facilité de paiement des charges fiscales, absence de recouvrement forcé, tout cela a contribué à ce résultat hors norme, explique Thierry Millon, directeur des études du groupe, expert en données sur les entreprises. Ces milliards d'aides ont permis de sauver des entreprises saines, évidemment, mais ont aussi permis de sauver des entreprises moins viables qui seraient tombées s'il n'y avait pas eu la crise Covid. Et donc du coup, bien évidemment, malheureusement, le niveau de défaut de 30 000 par an est anormal. Nous allons donc retrouver en 2022 un niveau de défaillance supérieur sans pour autant retrouver le niveau de 50 000 habituel. Altares évalue à 40 000 le chiffre à venir pour 2022. La tendance s'est accentuée en décembre dernier avec le débranchement progressif de certaines aides. La situation est particulièrement fragile pour les entreprises du bâtiment et les garages automobiles. L'envol des prix de l'essence se poursuit. Nouveau record des prix à la pompe enregistré la semaine dernière, 1,70
€ le litre de gasoil, 1,68 € pour le samplon 95 et même 1,76 € pour le samplon 98, conséquence de la flambée des cours de pétrole sur les marchés financiers. On est au-delà des niveaux d'octobre 2018, le novembre 2018, le mois des gilets jaunes pour indication. On part en Grande-Bretagne, où on peut presque parler d'opération de la dernière chance pour Boris Johnson. Un Premier ministre empêtré dans le scandale après les révélations sur les fêtes et les pots de départ organisés en plein confinement. C'était open bar à Downing Street et ça a beaucoup choqué les Anglais. Les conclusions de l'enquête administrative seront rendues cette semaine, d'où l'idée d'allumer une série de contre-feux. Laure Van Rynbeek, vous êtes notre correspondante à Londres. Alors pour commencer, Boris Johnson joue le bon exemple. Cas contact, il est à l'isolement alors qu'il n'y est pas contraint et c'est donc depuis son appartement du 10 Downing Street qu'il prépare son comeback avec 2 opérations lancées pour apaiser la colère des conservateurs selon les médias. La première aurait été baptisée par Bojo lui-même Opération Save Big Dog, Opération Sauver le gros chien. Autrement dit, quelles têtes vont tomber à Downing Street pour sauver celle du Prime Minister. La deuxième est l'opération Red Meat, os à ronger. C'est une série de mesures que le gouvernement compte prendre pour courtiser les conservateurs, comme la fin des restrictions liées au Covid, l'envoi de militaires dans la Manche pour refouler les migrants ou encore le gel, voire l'abolition de la redevance de la BBC. Le nom des 2 opérations a été démenti par un porte-parole. Les vieilles recettes à la Bojo remises au goût du jour qui font écrire à certains chroniqueurs que l'ère Boris Johnson n'est peut-être pas terminée. Laure Van Rynbeek, correspondante d'Europe 1 à Londres. Sur le sens de la formulation pour nommer les opérations, les Britanniques. Le tennis, allez, avant de prendre des nouvelles de l'Open d'Australie, on va prendre des nouvelles d'abord de Novak Djokovic. Le Serbe est arrivé hier à Belgrade, mais il ne s'est pas éternisé à l'aéroport où ses fans l'attendaient. En tout cas, sa popularité reste intacte en Serbie. C'est ce qu'a pu constater notre envoyée spéciale. Caroline Baudry est allée au club de tennis où la star a l'habitude de s'entraîner. Reportage. Les baskets blanches tachées de terre battue. Alexa, 16 ans, attaque la balle, déterminée comme son idole Djokovic. Bien sûr que l'affaire australienne va avoir un impact sur sa carrière, mais à chaque injustice, il ressort encore plus fort. Son partenaire de jeu Victor n'a comme lui qu'une chose en tête, sa future carrière professionnelle. Dans les pas de Novak, le numéro 1 mondial a foulé les mêmes cours, ici, au club des partisans. Il est un modèle pour moi. C'est vraiment pas bien ce qu'ils lui ont fait en Australie. Comme dit Alexa, c'était son tournoi, celui qu'il devait gagner. Sur un cours voisin, Masha, 14 ans, sourit, elle aussi en sport-études, et persuadée que le meilleur est à venir dans la saison de Novak. C'est le premier dans le monde, Novak. Je regarde lui et je veux être comme ça. Je l'ai vu dizaines de fois. On parle avec lui, c'est très, très bien. Ça va être très bien s'il vient. Les 3 pépites du tennis serbe espèrent être aux premières loges quand leur héros viendra s'entraîner ici pour relancer sa saison. Belgrade, Caroline Baudry, Europe 1. L'Open d'Australie qui continue donc sans Djokovic. Qualification de Richard Gasquet et Alizé Cornet à Melbourne. C'est terminé en revanche pour Hugo Gaston, Hugo Humbert et Caroline Garcia. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.